Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. Et c'est avec grand honneur que je vous accueille et qu'on vous accueille aujourd'hui pour cette dernière diffusion dans le cadre de notre forum. Et aujourd'hui, nous vous présentons un panel intitulé « Comment faire apparaître les francophonies dans l'espace public ». Et pour ce faire, je vous laisse entre les excellentes mains, les bonnes mains de notre animateur Philippe Marcoux, qui est animateur de l'émission Sur le vif sur Ici Première à Ottawa-Gatineau. Monsieur Marcoux, à vous la parole. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci aux gens qui sont présents ici, mais merci aussi, un merci tout spécial à ceux qui nous écoutent sur le web, sur cette web diffusion qui va durer à peu près 1 heure. Là, on va être pour avoir cette conversation-là avec nos panélistes. Je vous parle en direct de l'Université Saint-Paul. Ceux qui sont ici, évidemment, le savent. Mais pour les autres, je voulais simplement vous mentionner la présence de Chantal Beauvais, la rectrice de l'Université Saint-Paul, que j'ai croisée très récemment ici parce que j'ai eu le bonheur de recevoir un diplôme de l'Université Saint-Paul. Alors, je suis de retour à l'université et puis c'est Mme Beauvais qui me l'a remis. Alors, voilà, très content d'être de retour à l'Université Saint-Paul en présence de participants qui viennent de 11 pays et territoires des Amériques. C'est quand même pas rien. Là, je vais être obligé de regarder ma liste parce que je ne peux pas me rappeler par cœur de tous les territoires et pays d'où ils viennent. L'Argentine, le Brésil, Cuba, 9 provinces canadiennes, le Chili, les États-Unis, la Guadeloupe, la Guyane française, Haïti, la Martinique et le Mexique. Vraiment extraordinaire, ce groupe qui est rassemblé ici. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là parce que c'est important, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec notre panel. Vous savez, 33 millions de francophones et francophiles dans les Amériques, 10 400 000 locuteurs au Canada seulement. Il y a des communautés francophones, évidemment, dans toutes les provinces canadiennes, des locuteurs à la grandeur du Canada, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Et est-ce qu'on a trouvé des façons de valoriser ce qu'on a en commun, cette langue, cette culture qui vient avec cette langue-là? On a trouvé des façons de les valoriser entre nous et de la valoriser, cette langue française-là, dans la communauté plus large, évidemment, dans ce qu'on appelle les communautés majoritaires, généralement, là, quand on parle du Canada hors Québec, expression que je n'aime pas, mais qui, bon, définit quand même ce dont on parle quand on parle de la francophonie. Alors, on a 3 invités aujourd'hui, des invités qui ont des choses fascinantes à nous raconter. J'ai eu l'occasion de leur parler quelques minutes à peine il y a quelques jours. J'ai très hâte d'entendre ce qu'ils vont nous dire. Laurence Champommier, qui est directrice du programme d'immersion française à la Charter School à Oakland, en Californie. Michael David Miller, qui est vice-président chez Wikimedia Canada, qui est basé à Montréal. Et Jean-François Rioux, le directeur général des services régionaux de la Société Radio-Canada. Il est basé à Montréal, Québec, enfin, quelque part entre les deux. Partout au Canada. Partout au Canada. Jean-François voyage beaucoup. Bienvenue à tous les 3. Merci d'être là. Vous avez remarqué, mesdames, messieurs, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, que nous avons une invitée des États-Unis, un invité du Canada et un invité du monde virtuel. Il vient d'un peu partout. Et voilà. Et je vais commencer cette discussion-là. J'ai volontairement, je ne me suis pas étendu sur leur biographie. Je voudrais leur demander de nous parler plus amplement de leur rôle au sein de leur organisation, mais bien entendu, en quoi ce rôle-là permet de faire rayonner le français en Amérique. Et je vais commencer avec Jean-François Rioux parce que c'est mon patron. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. Donc, Jean-François Rioux, je suis responsable de toutes les stations de Radio-Canada de Vancouver à Halifax, à l'exception de Montréal. J'ai le très grand privilège, donc, de travailler avec toutes les équipes du pays. Moitié des employés des services régionaux, on parle d'à peu près 1200 employés, qui sont répartis à peu près 50-50
entre le Québec et le reste du Canada. Il y a plus de stations un peu au Québec qu'ailleurs au pays, mais on couvre l'ensemble du territoire jusqu'au territoire du Nord-Ouest où on a des bureaux maintenant journalistiques. Dans ce rôle-là, j'ai aussi un rôle qui me tient à cœur énormément. C'est celui de répondre pour Radio-Canada à toutes les questions sur la francophonie canadienne. Ça fait partie de mon rôle, de par les conditions de licence qui nous sont données par les organismes fédéraux qui nous permettent de diffuser à travers le pays. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dedans, parce que ce n'est pas intéressant pour personne. Mais c'est important parce que dans ces conditions de licence, il y a une obligation d'être en conversation continue avec les communautés francophones de partout au pays. Et ça, c'est fondamental parce que le rôle de Radio-Canada, d'abord, son rôle premier, c'est d'offrir une programmation en français à tous les francophones du pays ou tous ceux qui veulent écouter, regarder ou consommer des contenus en français à travers le pays. Donc ça fait partie de mon quotidien, de ma réalité. Et je dois avouer que j'aime particulièrement ça parce que j'ai travaillé pendant 12 ans en Saskatchewan. J'étais parti pour 1 an seulement. Et finalement, j'ai rencontré ma conjointe, ma future conjointe, et je suis resté en Saskatchewan. J'ai passé 12 ans là. Et nos 3 enfants sont nés là. Et puis après ça, je les ai barouettés à travers le pays, là, littéralement. Je dois vous avouer que le défi qu'on a continuellement, c'est l'adaptation, je dirais, à l'évolution de la consommation des gens au niveau des médias. Particulièrement en français, c'est très complexe. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a sur Internet, c'est très difficile de garder une position très forte au niveau des médias francophones et des contenus francophones. Les référents culturels sont très différents chez les jeunes et ça, je vous dirais, c'est une lutte qui est constante. Essentiellement, c'est ça mon travail. Bien, ça m'amène tout de suite à M. Miller parce que ce monde virtuel-là qui rend ça compliqué de savoir où les gens consomment les médias, ben, c'est votre monde. Oui. C'est mon tour de présenter. Oui. Bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir sur ce panel aujourd'hui. Mon nom, c'est Michael David Miller. Je suis, en fait, c'est drôle parce qu'on a la française aux États-Unis, on a l'états-unien à l'étranger, donc on est quand même dans 2 pays différents, mais on se baigne quand même tous les deux dans la francophonie. Moi, je suis natif du Michigan. Je suis né d'une mère coréenne, puis je suis anglophone, mais je suis francophile, puis je me considère désormais francophone aussi. Mon rôle à Wikimedia Canada, à titre de vice-président, c'est d'abord un rôle d'administrateur, donc on en a certaines personnes qui sont sur les CA, mais c'est aussi d'essayer de faire connaître Wikimedia Canada à travers le pays. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment le monde Wikimedia, Wikimedia Canada, c'est le chapitre du mouvement Wikimedia qui se situe autour des projets comme Wikipédia, Wikimedia Commons. Et j'imagine qui a consulté un article Wikipédia cette semaine? J'imagine que tout le monde. Peut-être vous avez vu des photos qui étaient des photos libres de droit d'auteur qui sont hébergées dans Wikimedia Commons. Peut-être vous avez vu sur les résultats de recherche Google à droite des données. Peut-être vous êtes comme, c'est quoi Ottawa? Donc là, vous cherchez Ottawa et vous voyez que c'est la capitale du Canada. Ces données proviennent souvent du mouvement Wikimedia, qui est le plus grand projet mondial, peut-être de l'histoire de l'humanité, j'ai que le mot en anglais, du crowdsourcing. C'est pas du sociofinancement, mais c'est du travail du bénévole entre les gens. Et donc, d'un point de vue très personnel, moi, je travaille beaucoup dans le mouvement francophone Wikimedia. Dans le cadre de mon travail, parce que je suis aussi bibliothécaire à l'Université McGill. Mais c'est vrai, on va en parler tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'enjeux de visibilité des communautés francophones dans l'espace Wikipédia, surtout dans un contexte des Amériques. On n'est pas très, très bien représenté, mais je ne veux pas donner que je me penche tout de suite. Donc, ça se pourrait qu'on en parle. Ça se peut. Laurence, vous êtes aux États-Unis, effectivement, comme Michael le disait, vous êtes française, mais
Ça fait plusieurs années là, que vous travaillez aux États-Unis. Oui, oui, effectivement. Merci de me recevoir dans ce panel. Moi, je suis aux États-Unis depuis 2004, depuis 8 années, et dans l'éducation depuis 24 ans. J'ai commencé ma carrière en France, en enseignement primaire. Aux États-Unis, on dit K-5, et dans le monde francophone, on dit de la maternelle au CM2, et puis dans les écoles que vous connaissez certainement tous, puisque dans les pays que vous représentez, je suis sûre qu'il y a des écoles comme celles dans lesquelles j'ai travaillé, des écoles homologuées à AEFE, de l'Alliance de l'enseignement du français à l'étranger. Et puis, ils développent aussi des écoles comme celle dans laquelle j'ai travaillé ensuite. J'ai travaillé 12 ans dans une école de l'AEFE à San Francisco, qui va jusqu'à cette fois au lycée. Et puis, ils développent de plus en plus aux États-Unis des écoles qui ont des programmes en immersion française. Donc, ça ressemble un peu plus à ce qui se fait ici au Canada, je pense, parce qu'on utilise beaucoup d'outils que les écoles du Canada utilisent pour enseigner le français, pour enseigner les matières du programme américain, pour le coup, cette fois, en français. Donc, les élèves dans l'école dans laquelle je travaille apprennent à faire des mathématiques, à faire des sciences en français. Donc, de leur donner cette langue, ça leur permet de se débrouiller dans cette langue, d'interagir dans cette langue, de résoudre des problèmes communs dans cette langue. Et donc, les écoles comme celle-ci ont été créées par un groupe de parents qui se sont mis ensemble et qui, en fait, beaucoup avaient un parent francophone et puis c'était des mariages mixtes, comme on dit. Donc, ils avaient envie de garder, dans le pays où ils étaient, de garder quand même cette identité qui était la leur, cette identité linguistique, culturelle. Donc, la manière de faire ça, c'était de créer une école parce qu'il n'y en avait pas dans la baie de San Francisco qui offrait un programme comme ça où ils pouvaient quand même être dans une école publique et suivre le programme des écoles publiques américaines, mais dans la langue d'un de leurs parents ou de quelqu'un de la famille ou alors de quelqu'un de leurs ancêtres aussi. Quand les parents ont créé cette école, ils ont fait une enquête et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient en Californie. Il y a 2 millions de personnes aux États-Unis qui parlent le français. Et en Californie, il y en a presque 150 000 et la moitié dans le nord de la Californie. Donc, ils se sont dit, il doit bien y avoir un intérêt. Donc, ils ont fait une étude démographique et effectivement, il y a beaucoup de gens de l'Amérique francophone, d'Haïti, des pays dont vous êtes, des pays du Canada et puis aussi de la francophonie mondiale, des gens d'Algérie, du Mali, de Tunisie, de Belgique. Et donc, quand ils ont vu qu'il y avait un intérêt comme ça, ils ont proposé au district de faire une école comme celle-ci. Et puis, ça a été accordé en 2015. Et donc, chaque année, il faut renouveler ce projet. Et il a été déjà renouvelé une fois, donc ça continue. Et il y a une volonté aussi que ça perdure et que ça se multiplie parce que la Californie a un projet qui s'appelle Californie 2030, où ils veulent développer de plus en plus de programmes en immersion française, mais aussi d'autres langues, bien sûr. Puisqu'il n'y a pas que... Mais justement, c'est ça qui m'intriguait. Est-ce que, que ce soit d'intérêt pour les gens qui parlent français dans leur pays d'origine et qui sont maintenant en Californie, d'accord. Mais est-ce que c'est confidentiel? Bon, c'est une langue parmi tant d'autres, vous savez, c'est sympathique, là. Il y a une école en français. Ou est-ce que c'est un phénomène qui a une importance, qui est reconnue par les autorités locales? Et est-ce que ça prend de l'importance? Est-ce que ça grandit? Ça prend de l'importance, ça grandit, oui, parce qu'il y a une volonté locale de devenir un petit peu plus ouvert sur le monde, recentrer sur soi-même. Et ça passe par l'éducation un petit peu, par l'ouverture de l'esprit des enfants, leur montrer que c'est une langue, alors la mienne en particulier, la vôtre, la nôtre, elle est parlée dans 29 pays, donc avoir des connexions dans tous ces pays-là, ça peut offrir des opportunités sur le marché du travail, à l'université déjà. Et puis, sur le marché du travail, on devient plus compétitif et puis on devient aussi plus humain. On est ouvert au côté humain. Ça développe des compétences cognitives, bien sûr, mais aussi socio-émotionnelles, de comprendre la culture des autres, du milieu dans lequel ils vivent, qu'on partage une langue, mais on peut être aussi différent et on peut mieux se comprendre en parlant ces langues-là et en connaissant ces cultures-là. Michael, vous nous l'avez laissé entendre, le français n'a peut-être pas la place qu'il devrait avoir dans ce monde virtuel.
c'est quoi la place du français dans le monde Wikimédia, mais plus largement sur le web? Mais, je sais que le français, c'est une des langues les plus utilisées sur l'Internet. Je crois que c'est 5e place. Là, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est autour de 5-6e place. Dans le monde Wikipédia, je vais juste parler de Wikipédia pour les autres projets, ça représente à peu près 2,4 millions d'articles, qui peuvent sembler beaucoup, mais si on regarde les anglophones, ils sont presque rendus à 6 millions d'articles. Donc, il y a quand même un énorme écart, puis je crois que l'Allemagne, l'espagnol se trouvent près des 2 millions. Donc, on fait partie des grandes langues dans Wikipédia, mais lorsqu'on commence à regarder dans le côté un petit peu plus local, sur les 2,4 millions d'articles, et je vais y aller en ordre déclinant, il y a 33 000 articles qui portent sur le Québec. Il y a presque 2 000 qui portent sur l'Acadie. Il y a à peu près 500 qui portent sur l'Ontario français. C'est quand même très intéressant parce qu'il y a, dépendamment des statistiques, de 500 000 à 1 million de francophones en Ontario. Les Acadiens sont un petit peu moins nombreux, mais ils ont quand même une présence un petit peu plus importante. Donc, c'est quand même le fun pour l'Acadie, mais même si on regarde 1500 articles, c'est pas beaucoup, étant donné les 400 ans d'histoire de l'Acadie. Puis, en Alberta, je crois que c'est autour de 56 articles ou 65. Parfois, je mêle des chiffres. Donc, il y a quand même des lacunes importantes. Si on regarde les gens qui contribuent à Wikipédia, 80% proviennent de la France. Et ce qui n'est pas représentatif de la francophonie elle-même, mais on sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent dedans, il n'y a pas tout le monde qui a un accès stable à l'Internet, donc pour contribuer à Wikipédia, il faut avoir un accès à l'Internet. Mais dans un contexte canadien, on est peut-être 4% des gens ou 4-10% qui contribuent à Wikipédia, et la plupart proviennent du Québec. Donc, lorsqu'on regarde des gens qui contribuent à au sujet franco-ontarien, sujet acadien, il y a une grande partie qui provient du Québec et même de la France. Ça, c'est juste parce que la démographie fait en sorte qu'il y a beaucoup de Français qui contribuent. Mais ce qui est le fun, tout le monde peut participer à Wikipédia. Donc, je sais que la Société nationale d'Acadie, j'espère que je l'ai dit bien, eux, ils commencent à investir Wikipédia. Ils ont un rapport de recherche qui est sorti. C'est là où on sait qu'en fait, il y a beaucoup de Français et Québécois qui contribuent au portail Acadie. Il y a quelques chercheurs et chercheuses qui étudient le contenu franco-ontarien dans Wikipédia, notamment Nathalie Casse-Major de l'INRS à Montréal. Puis, elle avait fait ce rapport de recherche sur les contributeurs sur le contenu franco-ontarien. Et ce qui, quand même, m'a intéressé beaucoup, le contenu franco-ontarien, les articles les plus consultés sont sur Alanis Morissette, sur souvent des personnes avec des origines franco-ontariennes. Mais lorsqu'on regarde la version anglophone, ce n'est pas du tout un fait très important, la francophonie dans la version anglophone. Parce que ce ne sont pas des traductions, en fait. Chaque communauté linguistique alimente la Wikipédia. Donc, il y a des écarts, mais ça change. Je crois, on voit, il y a de plus en plus d'écoles, de bibliothèques, de sociétés comme la Société nationale d'Acadie. Bibliothèque et Archives nationales du Québec investit beaucoup Wikipédia dans un contexte de la francophonie de l'Amérique du Nord, avec le but d'essayer de contribuer au rayonnement des cultures francophones de notre continent. Et c'est ça, c'est une préoccupation chez Wikimedia de s'assurer, pour le français, mais de s'assurer d'une présence des autres langues? Mais tout à fait. Dans un contexte de Wikimedia Canada, notre géographie, c'est le Canada. Puis on s'intéresse à la fois à la francophonie canadienne, mais aussi à l'autochtonie, parce que là, c'est un autre grand enjeu. Il n'y a quasiment pas de langue autochtone sur Wikipédia. C'est le contenu canadien, c'est surtout en français, dans les langues autres que l'anglais. Je dirais même que c'est probablement, il y a des lacunes en anglais aussi. Parce que c'est très états-unien. Juste pour vous donner un autre chiffre pour le fun, il y a 226 articles qui portent 226 000 articles qui portent sur les États-Unis dans la Wikipédia en français. Donc, les Américains sont beaucoup plus documentés dans la Wikipédia en français, mais c'est ce qui est le fun avec Wikipédia, le contenu, ça montre en fait les intérêts des contributeurs. Donc, si on avait plus de franco-manitobains, albertains, etc., qui s'intéressaient à Wikipédia, peut-être on aurait plus de contenu qui portait sur la francophonie canadienne. Mais l'histoire, surtout l'histoire de la guerre, les sports, les jeux vidéo sont extrêmement bien documentés dans l'univers Wikipédia.
C'est un reflet de les intérêts. Exactement, c'est ce que vous dites. On va parler tout à l'heure des stratégies, mais là, Jean-François, c'est pas si simple, là, parce que dans votre cas, là, de décrire la place du français dans cet univers qu'on vous a réservé, le Canada, c'est du sport. Parce qu'il faut presque parler d'une province à l'autre. Là. On peut pas. Et il y a cette réalité du Québec, bien sûr. Bien, il y a toujours la réalité du Québec, il y a la réalité aussi historique de la création de Radio-Canada et son évolution à l'intérieur du pays. Ma conjointe qui vient de la Saskatchewan, qui est dans Saskatchewan, ses parents sont dans Saskatchewan, ses grands-parents viennent de France, ne connaissaient pas Bobino parce qu'ils n'avaient pas. Bobino, c'était une émission pour enfants, là, parce qu'ils n'avaient pas accès à Radio-Canada en français à la télévision avant 1980. 80. Oh, wow. Alors, il y a des choses comme ça qui, 78 dans ce point-là, mais il y a des choses comme ça qui ont fait la différence sur la notion, je dirais la culture francophone canadienne, qui était d'abord et avant tout centrée, évidemment, au Québec, parce que c'est de là qu'est parti à peu près tout ce qui était médias francophones. C'est sûr aussi que le poids du Québec joue énormément dans un contexte où nous sommes un média qui est public, mais qui est en partie privé. Puis ça, on dit souvent, ça ne devrait pas toujours être un élément, mais c'en est un. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'élément commercial de la télévision. Et cet élément-là fait qu'on compte on a besoin de chiffres pour aller chercher des commanditaires. Plus nos performances sont bonnes, ben, plus on a de commanditaires, plus on va chercher d'argent, plus on est capable d'investir, plus on est capable de diversifier. Parce que, vous le savez, ce n'est pas une surprise pour personne, ce n'est pas un secret pour personne. Les médias publics sont fondamentaux, je pense, c'est clair, je parle par intérêt personnel, mais on le voit partout à travers le monde. Les médias publics sont fondamentaux, les médias publics financés par l'État, mais on voit que depuis quelques années, ils ont de moins en moins la cote. On l'a vu dernièrement avec la BBC qui est passée à travers une vague de compression importante. Donc, cet élément-là est fondamental. Ce qui fait que souvent, bien qu'on s'améliore d'année en année sur le contenu francophone, parce qu'on a quand même une vingtaine de stations à travers le pays, on s'améliore sur le contenu, sur la présence à l'antenne nationale, sur la présence à l'antenne internationale aussi, parce qu'à travers TV5 Monde et TV5 Monde Plus, on est capable de rejoindre, on parle de quoi, 400 millions de francophones à travers sur la planète. On rentre dans à peu près 62 millions de foyers tous les jours sur l'ensemble de la planète. Alors, ça fait une grande différence sur le rayonnement. Radio-Canada est un des gros contributeurs. Je pense qu'on a une vingtaine d'émissions qui sont diffusées. Donc, ça aide énormément, mais ça commence d'abord et avant tout chez nous et ça commence d'abord et avant tout dans la présence locale, la proximité. Et ça, c'est fondamental et il faut que les gens se retrouvent là-dedans. Et c'est ce qui est le plus difficile. De recruter même des gens qui viennent de la région est difficile. On n'en a pas vraiment parlé encore, mais il y a un contexte dans l'insécurité linguistique qui a fait énormément pour ça. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire là, que si le Québec occupe une place importante sur la programmation, il occupe aussi une place importante au niveau des employés. Et la majorité des gens, comme Jean-François Rioux, qui est originaire de la ville de Québec, qui est parti dans l'Ouest canadien, je vous dirais que 95% des employés qui étaient en ondes quand je suis arrivé étaient des francophones du Québec. Donc, c'est très difficile pour les gens qui viennent de la Saskatchewan de s'intégrer à ça. Ils ont l'impression des fois qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur. Et ça, ça aussi, ça fait partie d'un défi qui est constant au quotidien. Et je dirais qu'il nous aide à faire rayonner la francophonie canadienne. Je pense toujours à M. Hébert, qui était l'analyste politique qui venait du Manitoba. Et des fois, on avait l'impression que c'était le seul analyste politique qui venait de l'extérieur du Québec. Lorsqu'on faisait, là, je vous parle des années 90, ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais c'est un combat qui n'est pas simple. Mais en même temps, je vous dirais, et je le répète, on s'améliore, on travaille pour s'améliorer. Et je pense que les dernières initiatives qu'on a mises en place avec les assemblées publiques de consultation, là,
nous ont beaucoup aidé à avoir un lien de proximité encore plus grand avec les communautés, avec les associations, parce que ça, c'est fondamental aussi. Il faut être capable d'échanger avec eux pour voir comment on fait progresser notre programmation, notre engagement de proximité, mais aussi le rayonnement des gens de ces communautés-là à l'extérieur sur l'ensemble de la programmation. Alors, parlons du sujet qu'on veut vraiment aborder aujourd'hui, les stratégies pour la valoriser, cette langue française. D'abord, pour la valoriser, parce que c'est probablement l'aspect le plus important, mais la valoriser auprès des francophones et des francophiles qui sont déjà convaincus de cette importance-là, mais qui doivent se retrouver, j'imagine, dans votre cas, bon, vous enseignez dans une école française, francophone. Parce que, oui, évidemment, il y a des écoles qui proviennent de la France, ça, c'est autre chose, on est dans les lycées, mais c'est important pour vous et quelle stratégie vous adoptez justement pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui vienne avec le fait de parler français dans votre monde? Dans l'école, on fait beaucoup de rencontres humaines, justement. On rencontre que ce soit les familles, on les fait venir dans les classes pour pouvoir discuter un petit peu de ce qui célèbre, de ce qui fête, ce qui est important pour eux, qui passe par la langue ou par autre chose. Et puis, on essaye aussi de créer des rencontres avec des francophones ou locaux, des gens qui ont des postes importants dans la ville ou dans l'État, pour pouvoir montrer aux enfants que parler une langue, ça peut amener à plein de carrières. Et puis non seulement ça leur permet de reconnaître d'où ils viennent, si c'est le cas pour certains, mais c'est aussi ce petit bonus. Je me rappelle souvent de cette vidéo de l'Institut français qui disait, ben voilà, moi je suis infirmière aujourd'hui et en plus je parle français. C'est-à-dire avoir ce petit bonus de se dire, ben voilà, je sais bien faire mon métier et en plus je peux aussi peut-être communiquer avec vous s'il y a quelque chose qui vous rassure de me le dire dans la langue. Donc montrer que la langue, ça dépasse une carrière en fait, c'est plus personnel. Ça peut être un projet de famille, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet pour se lier avec des gens, pour montrer qu'on a des choses en commun et pour pouvoir partager cette culture et ces attirances. Donc, aux États-Unis, il y a 173 écoles, qu'elles soient reconnues, homologuées ou publiques, et donc avec de l'enseignement américain en immersion française. Et on est représenté dans 34 États. Et ça se développe de plus en plus. Il y a bien sûr des États où il y a beaucoup d'écoles, comme la Louisiane et l'Utah notamment, puisque eux, c'était vraiment une politique d'État de ne faire que des écoles bilingues, pas forcément françaises, mais toutes leurs écoles publiques, qui dépendent donc de l'État de l'Utah, financées par l'État, ont un programme dans 2 langues, donc qui développent des citoyens bilingues qui comme ça seront plus compétitifs selon eux, selon nous aussi, sur le marché du travail et aussi plus ouverts au monde francophone. Mais toujours bilingue et une autre langue oui. qui peut être le français. L'espagnol. Ouais. Ils ont beaucoup, l'espagnol, le chinois, l'allemand, le russe, le portugais est très représenté là-bas aussi. Donc, Mais est-ce que, justement, les francophones de votre école, mais de l'État, dans ce monde-là où vous vivez, est-ce qu'ils se rassemblent, se reconnaissent, échangent au-delà du fait qu'ils sont des parents ou des enfants dans une école francophone? Oui, les échanges pour nous, c'est très important. On en discutait un petit peu tout à l'heure, les échanges entre personnes qui vont dans des écoles similaires ou bien qui partagent la même langue, ça peut se faire de plein de manières. Et donc, il est organisé des concours ou bien des écrits. Je me souviens, on avait participé à un projet pour faire des maisons écologiques. Alors, les enfants participent à des projets comme ça et après, ils échangent leurs projets avec les autres écoles. Et donc, c'est bien pour eux de voir qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose qu'eux et qui sont intéressées d'un problème commun comme la transition écologique, par exemple. Et d'écrire des articles ou de communiquer avec des gens qui font de la radio aussi. Je sais qu'on avait monté des petits podcasts, de montrer aux enfants que parler une langue, et ben voilà, ça va être écouté par des gens peut-être en Californie, mais aussi dans tous les États-Unis ou dans le monde entier.
et que du coup, ça peut rassembler des gens autour d'une même cause, autour d'un même souhait de résoudre un problème ensemble, parce que les problèmes planétaires, ils peuvent se rassembler autour d'une langue. Michael, je suis sûr que les francophones consultent beaucoup Wikimedia, mais vous nous le disiez, il y a une autre dimension parce que vous avez besoin du public pour qu'il produise du contenu, pas simplement qu'il le consulte. Comment on convainc les francophones de ne pas se contenter d'aller consulter Wikimedia, peut-être en anglais, parce que c'est ça qui est disponible, et de produire du contenu en français? Oui, certes, c'est un grand travail de sensibilisation et je crois que les travaux qui sont sortis sur l'Acadie et l'Ontario français, ça aide énormément. Moi, je me pose toujours la question, et ça va être peut-être philosophique, mais je ne suis pas du tout philosophe, pas du tout. Mais je me dis, si une communauté ou si on n'existe pas sur l'Internet, est-ce qu'on existe? Surtout dans une époque où qui n'a pas de téléphone intelligent dans la salle? C'est quand même, je crois, c'est devenu l'outil que presque tout le monde a maintenant. Et souvent, dans certains endroits, c'est le seul accès à l'Internet que le monde a. Donc, je pose cette question. Puis là, je me pose une autre question qui, en fait, c'est une question que je me suis posée qui m'a convaincu de contribuer à Wikipédia moi-même. C'était en 2017. Il y avait Fierté Montréal, faisait le Fierté Canada parce que c'était le 175e anniversaire de la Fédération, non, 150e anniversaire de la Confédération et le 375e anniversaire de Montréal. La Fondation de Montréal. En même temps. Et là, j'ai commencé, j'étais à Ferté-Montréal, puis il y avait aussi Wikimania, qui est le plus grand congrès de Wikipédia qui vient, c'était à Montréal cette année-là. Puis je commençais à regarder un petit peu parce que je fais partie de la communauté queer de Montréal, du Québec. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de choses sur les descentes policières qui ont lieu dans les années 80, 90. Il y avait peu de choses sur nos vedettes locales. Il y avait Malo Lamotte, mais il n'y avait pas les autres drag queens et acteurs et actrices importants de la communauté. Donc là, je me suis dit, mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui portaient sur les Américains. Toute l'industrie de RuPaul était bien documentée en français. Puis je me suis dit, il faut que les communautés locales existent sur Wikipédia. Sinon, qu'est-ce qui se passe s'il y a des jeunes qui regardent qui cherchent de l'information sur les réalités qu'ils vivent à tous les jours? Puis là, ils voient que ces réalités n'existent sur un autre pays. Ben, je vais utiliser les États-Unis comme mon exemple. J'adore mon pays natal d'ailleurs, je ne vois pas qu'on pense que je suis en train de dénigrer. Mais je me suis dit, s'il n'y a que de l'information qui porte sur les États-Unis en français, ou même s'il n'y en a pas en français sur la communauté queer, puis c'est que disponible en anglais, est-ce que ces jeunes de Gaspé, je ne sais pas, de Rouyn-Noranda, de Hearst, est-ce qu'ils vont se dire, pour vivre ma réalité, il faut que je le vive dans cette langue-là, parce que la seule information que je trouve sur cette réalité existe dans une autre langue. Et donc, je crois que lorsqu'on commence à regarder ça, c'est qu'on n'aime pas trop ça, parler des choses identitaires, mais l'identité est importante. Et lorsque notre identité n'existe pas sur un espace Internet, surtout dans Wikipédia, où c'est devenu tellement puissant que le fait d'exister ou de ne pas y exister peut être néfaste pour les gens. Souvent, je crois que c'est juste de montrer les faits. Il y a des lacunes, de rappeler aux gens que tout le monde peut participer, même demain ou ce soir, lorsque après vous soupez, vous pouvez aller contribuer à Wikipédia si vous voulez. Il n'y a pas de critères de base, il faut juste sourcer. Il faut synthétiser ce qui existe déjà. Et donc, je reviens sur ce que Jean-François disait tout à l'heure. Il parlait de la difficulté de recruter des francophones hors Québec pour les stations de Radio-Canada parce qu'il y a une certaine gêne ou des inquiétudes sur la qualité de leur français. Est-ce qu'il y a le même phénomène pour les gens qui pourraient contribuer à un Wikimedia en français, mais qui le font peut-être en anglais parce qu'ils trouvent ça plus simple ou ils sont gênés de le faire en français parce que si on publie, parce que c'est ce qu'on fait sur Wikimedia, j'imagine qu'on s'inquiète de la qualité du produit qu'on va mettre en ligne.
J'imagine que ça joue dedans dans beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils aient un niveau de langage assez élevé pour contribuer à Wikipédia. Même pour les personnes natives, il ne faut pas oublier, il y a à peu près, genre, je crois, 12 000 personnes qui contribuent à Wikipédia en français par mois. Donc, ce n'est pas énorme sur la quantité de francophones qui existent. Mais ce qui est quand même beau avec Wikipédia et dans n'importe quelle langue dans laquelle on contribue, c'est on ne peut pas le casser. Si on écrit quelque chose qui n'a pas le bon syntaxe, c'est certainement il y a une personne qui va revenir, qui va corriger. Si on utilise incorrectement, le mouvement Wikimedia a créé des robots pour corriger des choses automatiquement. On aime ça dire « suite à », mais il y a l'Office québécois de la langue française, le Kérévis, tout le monde dit qu'on devrait dire « à la suite de ». Donc, il y a un robot qui change tous les suites à au à la suite de. Donc, il y a quand même des choses qui se font automatiquement. Donc, moi, je dirais aux gens, n'ayez pas peur. Certainement, on va faire des erreurs, mais c'est la beauté du mouvement Wikimedia, c'est que ça peut toujours être corrigé. Puis pour les personnes qui ont tendance à peut-être contribuer davantage en anglais, il y a plus de gens qui lisent en anglais, ça c'est sûr. Peut-être ils pensent qu'ils sont en train de contribuer à quelque chose d'un petit peu plus grand, mais c'est quand même un choix politique si on décide à contribuer dans une autre langue que l'anglais, parce qu'on sait qu'il y aura moins de personnes qui le consultent, mais ça ne veut pas dire que c'est pas aussi important. Parce que les communautés locales doivent pouvoir exister, trouver des informations sur elles-mêmes dans la langue. Mais certainement, il y a des défis. Mais heureusement, il y a beaucoup plus de bibliothèques qui commencent à enseigner Wikipédia. Il y a beaucoup plus d'écoles, d'universités qui incorporent des devoirs Wikipédia dans les cours. Une histoire de se défaire du devoir jetable. Comme ça, les étudiants contribuent à quelque chose qui va rester d'une certaine manière pérenne. Ils peuvent montrer à leurs parents, regardez, j'ai écrit sur cette poétesse québécoise, j'ai écrit sur cet activiste acadien, j'ai écrit sur ce médecin brésilien. Regarde maman, papa, grand-mère, grand-père, ce que j'ai pu faire, puis ça contribue à quelque chose de plus grand qu'un devoir qu'on corrige. C'est très important. Je parlais tout à l'heure avec Michael que même des petits, alors bien sûr les petits ont moins de censure, j'imagine, que des adultes. Et ça avait été un moment très fort de ma carrière d'enseignante. Il y a une dizaine d'années, j'avais une classe de CE1, donc une troisième classe, donc d'enfants qui parlaient plutôt bien le français, mais on les aidait à l'écrire de mieux en mieux. Et on a pu publier un article parce on avait trouvé que si on n'arrivait pas à trouver tous les renseignements qu'on voulait sur Wikimedia, et notamment nous, on recherchait des choses sur les oursins parce qu'on était allé à l'Académie des sciences. Donc, on pouvait écrire notre propre article. Et alors ça, les enfants, de savoir qu'ils avaient été publiés, de voir qu'après, sur l'Internet, on pouvait trouver leur article avec leur signature en dessous, c'était vraiment un moment fort. Et de dire, mais c'est important que je parle cette langue, que je la parle bien, que je l'écrive bien, mais qu'il y ait aussi des gens qui vont m'aider à l'écrire mieux. Oui, puis souvent, on est un peu tributaire de l'insécurité des gens, parce que ce que je ne disais pas tout à l'heure, puis il faut quand même le dire, nos critères d'embauche étaient tellement élevés à un certain moment donné que c'était absolument impossible pour certains de même tenter de postuler pour un emploi. Puis ça renforce le contexte d'insécurité. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que l'immigration est en train de changer le portrait de la francophonie. Alors, je parle de la francophonie canadienne. Alors, la notion d'accent, ce qu'on trouvait exotique de temps en temps quand ça venait des maritimes, là, quand James Bamber était dans les maritimes, là, puis il faisait ses reportages, tout le monde trouvait ça. Mais il ne fallait pas en avoir trop. Alors que là, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les accents sont tellement différents d'un coin à l'autre qu'il faut être habitué à cette inclusion des accents et d'une façon différente de parler. Et ça, je pense que ça ne nous a pas aidé avec le temps, ce qui, évidemment, crée un manque de confiance ou une confiance moins forte envers le diffuseur que nous, on est, le diffuseur public pour les francophones. Mais c'est en train de changer, on est en train de renverser ça, mais c'est un combat qui n'est pas simple, puis c'est une tâche qui n'est pas simple, vraiment pas simple. Et je ne voudrais pas passer tout droit sur l'autre élément que vous avez mentionné, le fait qu'on a l'impression, certains ont l'impression que s'ils publient en anglais, ils publient pour un plus grand public, et bon, ben, quand on publie, c'est ça qu'on veut faire. Ça, il faut que ça soit un défi, parce que c'est pas un problème seulement pour Wikimedia. Il y a des universités en France où on écrit seulement des thèses de doctorat en anglais, parce que, bon,
on veut que ce soit publié pour un plus grand nombre. Mais c'est un défi pour l'ensemble de la francophonie. Je Ben crois, oui. si on regarde, je suis aussi sur le conseil d'administration de la classe, puis on parle beaucoup de la recherche en français. Et moi, je vois en fait c'est le défi d'améliorer le contenu francophone sur Wikipédia. Ça s'aligne un petit peu avec le défi de la recherche en général en français. Parce que il y a des agences subventionnaires au Canada, et je ne sais pas pour le Québec si c'est aussi inscrit dedans, mais il faut que les chercheurs disent qu'est-ce qu'ils vont faire pour vulgariser, pour rendre accessible leur recherche par la suite. Et je crois que Wikipédia, c'est un très bon outil pour faire ça. On est en train de faire toutes ces hautes études que seulement des personnes qui sont très, très bien formées dans ces domaines, c'est eux qui peuvent les comprendre, les lire. Mais lorsqu'on décide d'écrire quelque chose dans Wikipédia, ça devient accessible. Donc, dans le sens où il faut que ça soit écrit d'une manière où nos grands-parents qui ne comprennent rien dans le sujet peuvent plus ou moins avoir une idée de ce qui se passe. Donc, le mouvement Wikimedia, globalement, commence à s'orienter et de se positionner comme le mouvement qui contribue à l'équité des savoirs. Et donc, on parle beaucoup de l'équité dans un sens de présence des personnes d'origine différente. Mais l'équité, c'est aussi c'est l'équité de l'information, des savoirs, de savoir que il y a tout ce savoir qui est créé, mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde, est-ce que ces personnes sont en mesure de le comprendre? Et Wikipédia, c'est un bon médium pour ça. Puis, je crois que le défi avec l'anglais, c'est toute société qui n'est pas anglophone qui est en train d'essayer de trouver une solution à ça. Les hispanophones, les lusophones, tout le monde, c'est... Dans la recherche, je peux comprendre. Mais heureusement, dans ces outils qui peuvent rendre cette recherche plus accessible et pertinente pour les décideurs ou juste les gens qui ont un intérêt général pour un sujet. L'outil audio est aussi très important, je trouve, il y a beaucoup d'applications qui proposent un petit journal pour des enfants ou bien un journal en français facile ou alors en français lent, c'est-à-dire qu'on va parler plus lentement. Et ça permet, je trouve, à des gens de dire je peux écouter mon journal en français. C'est intéressant parce que il y a, je pense, 2 ans, on a commencé à travailler sur un projet qui est devenu Moril, qui est un programme d'enseignement numérique du français ou de l'anglais. Qui a une application, je peux vous la montrer après, mais qui est très intéressante. Et on pensait avoir un certain succès, mais on a multiplié par 3 le succès qu'on a eu. On ne pensait pas que le succès serait aussi grand pour l'apprentissage du français sur une application que ce qu'on vit présentement. Et je pense que les gens cherchent le moyen aussi de pouvoir améliorer ou apprendre le français. En tout cas, je parle du Canada, bien sûr, toujours. Jean-François, Radio-Canada a un rôle un peu particulier aussi sur un sujet qui est vraiment très, très spécifique au Canada, mais c'est cette compréhension, cette connaissance de l'autre réalité. La connaissance que les Québécois ont des francophones hors Québec. Et bon, vous nous parlez tout à l'heure d'une francophone, pas de femme, d'une francophone hors Québec qui ne connaissait pas Bobino. C'est impossible pour un Québécois d'un certain âge de ne pas connaître Bobino. Mais est-ce que, d'abord, ça fait partie du rôle de Radio-Canada d'essayer d'informer les deux réalités l'une sur l'autre? Et comment on fait ça? Je vais prendre une réponse détournée pour arriver à ma réponse parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est toujours, je pense... Moi, j'adorais écouter les nouvelles avec ma belle-mère, Régina. Parce que chaque fois qu'on parlait des Canadiens anglais, elle sursautait. Ou quand on parlait du Canada anglais, elle sursautait. Elle disait, c'est le Canada. Il y a des anglophones, il y a des francophones. Ça la faisait sursauter. Les francophones hors Québec, on est encore des francophones du Canada. Et il y a comme cette espèce de difficulté, je pense, puis c'est une question, toujours la même chose, c'est une question de connaissance, là. Quand moi, j'ai commencé ma carrière à Radio-Canada, j'étais journaliste. Je suis parti travailler à Regina, Saskatchewan. Mes amis de collège, avec qui j'ai étudié au cégep, à l'université, des gens donc qui sont allés à l'école. Je leur disais, je m'en vais travailler dans l'Ouest.
Wow, tu t'en vas travailler en anglais. Mm. Non, non, je m'aurais travaillé pour Radio-Canada. Non, mais il y a un Radio-Canada ailleurs qu'à Québec. Ben oui. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui dit beaucoup sur la connaissance qu'on a même du reste du pays à plusieurs niveaux. Les gens sont toujours étonnés quand tu es dans l'Est ontarien que tu vas avoir des villages où ils vont t'aborder en français en premier au lieu de t'aborder en anglais. Je veux dire, mais ça, je pense que c'est une méconnaissance. Oui, Radio-Canada a un rôle important à jouer là-dedans. C'est clair que Radio-Canada a un rôle important à jouer là-dedans. Il est fondamental, il fait partie de la loi de la création de Radio-Canada, celui de représenter le pays, sa diversité, mais aussi le pays dans sa réalité. Et c'est clair qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a du travail à faire continuellement, puis je pense qu'on fait mieux. Je pense que c'est très drôle. Moi, je dirais que Internet nous a beaucoup aidés à ça, parce que la beauté d'Internet, c'est que peu importe où tu es au pays, tu peux avoir accès à n'importe quel contenu. C'est pas une question d'écouter la radio, parce que nous, quand on regarde qui on est, Radio-Canada, là, je disais tout à l'heure, on a une vingtaine de stations à travers le pays, bien, ça, c'est du local. C'est de la programmation en heure de grande écoute, le matin comme à Ottawa, le 5h30 à 9, puis après ça, le retour à la maison, puis les nouvelles au top de l'heure, là, puis la fin de semaine, puis le téléjournal à 18h. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour la population d'Ottawa et de la région d'Ottawa. Mais Internet, le site de radiocanada.ca, c'est le pays. Et c'est ça la beauté. Et aujourd'hui, cet accès-là nous donne un rayonnement beaucoup plus grand sur des items qui auparavant n'avaient peut-être pas la même, je dirais, la même résonance. Parce que la radio, tu l'écoutes à un moment très précis. Tu écoutes Pénélope, puis tu écoutes le Transcontinental. Si tu es chanceux, il faut que tu le prennes à l'heure où il passe ou il faut que tu ailles le réécouter en rattrapage. Quand tu ouvres ton site de radiocanada.ca, tu as les informations, tu peux cliquer, tu vois quelque chose sur la pêche au homard qui est partie dans les maritimes, tu cliques dessus, c'est en première page, ça vient tout de suite. Tu es déjà informé de ce qui se passe dans cette région-là du pays. Et là, ça peut te permettre de rentrer plus en détail. Je trouve que nous, et la chance qu'on a à Radio-Canada, pendant des années, on a beaucoup parlé. Hein, tu vas comprendre ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas des médias, là, je vais essayer de l'expliquer très simplement. On avait le fil d'antenne. Le fil d'antenne, c'était de dire, oh, restez des nôtres. À 8h35, on va vous parler de ça. Il était 8h05 ou il était 7h40. Aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça parce qu'on est tellement dans un monde où il n'y a pas d'espace-temps. On est dans... Radio-Canada est maintenant dans un fil de marque. Radio-Canada, c'est de dire, écoutez, si vous rentrez par une porte de Radio-Canada, on va essayer de vous amener dans un univers qui est beaucoup plus large et qui inclut beaucoup plus de choses. Et la beauté d'Internet, je pense, la beauté du numérique nous a amené ça, cette capacité de nous ouvrir beaucoup plus largement et de présenter des trucs qu'on n'aurait pas été capable de présenter de la même façon il y a 15 ans, 20 ans. Je voudrais maintenant qu'on aborde la grande question de savoir comment on se bat pour une place du français dans cet univers, surtout anglophone, mais où les autres langues aussi se battent pour avoir une place. Là, vous parliez des écoles bilingues en Utah, mais pas juste bilingues français-anglais. Comment on donne de la valeur à la langue française dans cet univers très, très anglophone? Je pense au niveau... La langue française n'est pas une langue officielle. Évidemment, c'est une autre réalité au Canada. C'est pas facile. Non. Mais je pense que, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'en multipliant les migrations et le mouvement des peuples un petit peu francophones et pas seulement français, et les écoles aux États-Unis deviennent plus ouvertes à cette francophonie mondiale, plutôt qu'à recruter des enseignants en France parce qu'ils connaissent le programme français, puisque là, on parle plus d'enseigner dans une langue. On n'enseigne pas d'enseigner un programme. Donc, dans notre école, notamment l'école francophone, on recrute des enseignants de tous les pays francophones. Il faut bien sûr qu'ils obtiennent leurs équivalences aux États-Unis et en Californie, qui a toujours des petites choses un petit peu plus spécifiques. Mais le but, c'est ça, c'est de faire venir aussi des personnes d'autres pays qui représentent la francophonie et qui vont donc enseigner en français et permettre après à des enfants peut-être de faire la même chose qu'eux parce qu'ils vont s'identifier dans cette opportunité ou bien par des rencontres ou par des écrits ou par des participations à des projets collaboratifs avec d'autres écoles ou d'autres choses qui s'organisent, ils vont voir que on fait partie de quelque chose qui est plus grand
que son école, mais aussi plus grand que son pays, et que donc en faisant des mouvements de personnes comme ça, il me semble qu'on peut développer cette langue. Et il y a aussi une volonté politique de vouloir faire qu'il y ait plus de programmes comme ça, parce qu'on se rend compte que les enfants ont, d'un point de vue cognitif et socio-affectif, ont des capacités bien plus grandes d'adaptation et d'envie de connaître et d'écoute, d'empathie. Donc, c'est le monde de demain qu'on veut, et il s'intéresse aussi aux problèmes du monde. Donc, on peut les gérer à plusieurs, et donc, la langue peut permettre à ça. Michael? Bon, moi, je crois que ça, c'est une super bonne question. Et je vais répondre en disant ce que je crois que je vais essayer de faire par la suite. Je crois qu'il faut sortir de ce concours avec les autres langues. Parce que moi, je vous ai parlé beaucoup de chiffres, puis donc je me trouve un petit hypocrite dans le sens où on peut se comparer, mais moi, je contribue au mouvement Wikimedia, pas parce qu'il y a plus d'articles en anglais, mais parce que je veux exister. Je veux exister, je veux que mes réalités en tant que de personnes queer de Montréal, immigrants, etc., que ça existe le plus que possible. Je sais que toutes mes fines réalités ne peuvent pas exister. Hein, il faut que ça... Mais juste en général, savoir que ma communauté existe, que ma communauté du Québec existe, que ma communauté, que la francophonie canadienne existe dans l'espace. Et je crois que ce que je vais essayer de faire, c'est de le faire pour moi-même et pour mes communautés différentes. Et je vais sans doute toujours garder un œil sur les chiffres, mais d'essayer de sortir de ce concours parce que le but, c'est pas de gagner contre une autre langue. Puis je ne sais pas si une langue va pouvoir rattraper la différence dans le monde Wikipédia avec l'anglais. Parce qu'il y a tellement d'écart, mais ça ne veut pas dire que le français, l'espagnol, le portugais, l'arabe ne peuvent pas avoir une bonne présence bien représentative de leur communauté. Donc, je crois que c'est ce que je vais essayer de faire pour la suite. Encore une fois, je vais prendre un détour, Philippe. Quand on était plus jeunes, nos enfants étaient plus jeunes, ma femme m'avait suggéré de lire un livre de Barbara Collar-Rousseau sur la communication avec les enfants, et qui disait essentiellement ne jamais briser la communication. Peu importe la situation, peu importe le contexte, gardez toujours la communication ouverte, parce qu'un jour, cette communication-là, peu importe la direction qu'elle prend, elle va revenir si tout d'un coup, on sent qu'elle baisse. Donc, pour nous, c'est exactement ça. C'est de garder la communication ouverte, c'est de garder les initiatives ouvertes, c'est de prendre des risques des fois pour créer des initiatives qu'on sait qu'il n'y aura peut-être pas l'impact qu'on pense qu'elles vont avoir à court terme, mais qu'à moyen terme, ça va peut-être changer. On a toutes sortes de nouvelles initiatives qu'on a mises en place pour aller recruter, pas pour aller recruter, mais pour intéresser les jeunes aux médias. Je pense à RAD, je pense à MAJ, des trucs qu'on fait à Radio-Canada qui sont très, très utiles. Et ça, c'est hyper important parce que ce que tu dis, Michael, est très vrai. Les chiffres, à un moment donné, n'ont pas d'importance parce qu'on s'est toujours dit, nous autres, un auditoire, ça se gagne, un auditeur, une auditrice à la fois. C'est un à la fois. Et c'est toujours mieux de dire, as-tu écouté ça plutôt que d'essayer de faire une publicité dans un journal. Donc, c'est de créer un effet d'entraînement. Pour ça, il faut garder une communication ouverte et surtout, parce que communiquer, ce n'est pas informer. Hein? Communiquer, c'est d'avoir un échange avec quelqu'un. Dominique Volton dit « Tu ne peux pas cohabiter si tu ne communiques pas et tu ne peux pas communiquer. Sans communication, il n'y a pas de cohabitation. » Donc, il faut absolument que ce soit dans les deux sens et nous, on doit être ouverts à ça pour s'assurer que ce projet-là va aller recruter et créer une fierté parce que les francophones sont très fiers d'être francophones. Très, très fiers. Il y a des sondages dernièrement qui le prouvent chez Léger. Là. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain. Je pense que 91% des francophones ont plus d'attachement à leur langue qu'à leur province ou à leur pays. Il y a quelque chose de très fort. Et je me souviens, puis je terminerai là-dessus, je me souviens de Jacques Attali qui nous avait dit, là je fais du name dropping, là, je m'excuse, mais qui nous avait dit il y a 6-7 ans, écoutez, la survie de la francophonie, c'est l'Afrique, ça passe par l'Afrique. Mais on le voit avec l'immigration présentement, on le voit avec les gens qui viennent
au pays pour s'intégrer, notre survie passe aussi par ça. Donc, il faut absolument être beaucoup dans l'inclusion, il faut être beaucoup dans l'ouverture, il faut beaucoup être dans la communication. Et si je peux me permettre, sur un note personnel, de prêcher pour ma paroisse, qui est la tienne aussi, la simple présence de Radio-Canada partout au Canada fait qu'il y a des anglophones qui s'intéressent à ça parce qu'à un moment donné, ils nous retrouvent à la radio ou à la télévision et ils se disent « Ah oui, c'est vrai, on est là. » Et tranche de vie. C'est une petite affaire. Oui, non, mais je te reviendrai, mes tranches de vie, à un moment donné, j'interviewais le vérificateur général du Canada, qui s'appelait Michael Ferguson à l'époque, il n'est plus des nôtres, mais il parlait en français, puis il était un des rares hauts fonctionnaires qui avait promis d'apprendre le français quand on lui avait donné le poste, puis qu'il l'avait fait. Parce que d'habitude, on nous promet qu'on va apprendre le français, puis c'est pas vrai. Mais Michael Ferguson, lui, avait appris le français, puis il me disait « Ah, M. Marcoux, ça fait plaisir de vous rencontrer, je vous écoute tous les jours. » Puis j'étais l'animateur du matin à l'époque, mais je disais « Ah oui, tiens, vous écoutez la radio en français, vous? » Il dit « Oui, c'est comme ça que j'ai appris le français. Bon, il a pris des cours aussi. Non, c'est sûr. Mais c'est ça, c'était sa façon à lui, en allant travailler, de se remplir les oreilles de la langue française. Puis bon, ça donnait que c'était moi qui étais à l'antenne. Ça aussi, ça a son importance. Mais ce que tu dis est tellement vrai, là, que le moment le plus surréaliste de ma carrière est survenu l'année où on a mis fin à une émission de radio qui durait depuis près de 60 ans à Radio-Canada. La soirée du hockey en français à la radio de Radio-Canada. À ce moment-là, j'étais en Saskatchewan. Je n'ai jamais eu autant de messages d'anglophones qui nous écoutaient en français uniquement pour écouter leur club favori, le Canadien de Montréal. J'ai jamais revu ça après. Là, peu importe l'émission qu'on a annulée, on n'a jamais eu autant de gens qui ont manifesté d'un océan à l'autre pour une émission en français. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Il y a un impact qu'on soit partout à travers le pays, c'est clair. Je crois que peut-être c'est une affaire des Michael, parce que moi, j'écoutais, quand j'étais au Michigan, pendant l'université, j'écoutais Christiane Charette tous les jours. Et lorsqu'elle a parce que ça rentrait dans les ondes locales, là, parce que vous n'étiez pas très loin. J'ai trouvé sur iTunes à l'époque, je ne sais pas. J'ai téléchargé, puis là, je les écoutais comme des balados avant que les balados soient les balados. Ouais. Et j'étais très triste quand elle a pris sa retraite. Parce que j'écoutais tous les jours. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Christiane Charette pendant plusieurs années. Ben alors, écoutez, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a parce que cette conversation-là, on pourrait la poursuivre pendant très longtemps et ce serait encore très intéressant parce que toutes sortes de dynamiques là, qu'on n'a pas malheureusement pu aborder. Merci beaucoup à vous tous, évidemment, qui êtes ici, mais surtout aux gens qui nous regardaient sur le web. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir donné de l'importance à cette conférence-là. Et je vous dis au revoir, mais je vous dis surtout de rester branchés avec nous parce que grâce à ce monde virtuel-là, vous pouvez suivre ce qui se passe, bien entendu, sur les différents sites de Radio-Canada, au Centre de la francophonie des Amériques et un peu partout sur Wikipédia. Vous pouvez faire ça en français. Merci d'avoir été là.